Des médecins ivoiriens ont réalisé des greffes du rein, des précisions dans quelques instants. Actualité internationale, le président français François Hollande demande une résolution rapide du Conseil de sécurité de l'ONU pour une intervention militaire africaine dans le nord du Mali. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir et bienvenue. Nous sommes ensemble pour une demi-heure. Le temps de parcourir l'actualité en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Commençons par l'hebdomadaire Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel. Ce conseil a mis un accent particulier sur l'organisation d'un scrutin couplé le 24 février 2013, c'est-à-dire l'année prochaine. Il s'agit des élections régionales et municipales, dernier scrutin du processus électoral en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Abola. Les Ivoiriens, bientôt à nouveau aux urnes. Rendez-vous pris le 24 février 2013, une des décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 26 septembre 2012. 24 février 2013, un jour pour deux scrutins. Les élections régionales et municipales. Au dire du porte-parole du gouvernement, ce système de couplage des élections adopté par le gouvernement en accord avec la Commission électorale indépendante pour ce prochain rendez-vous électoral n'est pas sans avantage. Il fallait bien que la décision soit prise de façon officielle, donc elle est désormais prise, décision de coupler les élections municipales et régionales. Et sur proposition de la CEI, la date de tenue de ces élections a été fixée au 24 février 2013. Donc couplage parce que cela présente des gains de temps dans la mise en œuvre. Cela permet surtout une mise en œuvre plus diligente de la politique de décentralisation de l'État. Le chef de l'État tient à ce que cette politique se fasse de la meilleure façon parce que cette politique apporte du développement dans nos régions, apporte du mieux-être à nos populations et malheureusement les délais trop longs qui ont été mis jusqu'à maintenant n'ont fait que retarder la mise en œuvre de cette politique de décentralisation. Donc il fallait bien accélérer le rythme et donc le couplage de ces élections rentre dans ce cadre-là, accélérer le rythme pour permettre à cette politique de décentralisation de s'exercer au profit de nos populations. Les élections couplées pour le choix des représentants régionaux et municipaux du 24 février prochain constituent la dernière étape du processus électoral conformément à l'accord politique de Ouagadougou. Ces élections succèdent donc aux législatives qui se sont déroulées quelques mois après le scrutin présidentiel de novembre 2010 qui a vu la victoire du président Alassane Ouattara. L'intégralité du communiqué final de ce Conseil des ministres après ce journal en édition spéciale. Rendons-nous maintenant à la primature où des hommes d'affaires du domaine agricole et des mines ont été reçus par le chef du gouvernement. Ces opérateurs économiques et le Premier ministre ont parlé de possibilités d'investissement en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Alvor Assa. Ce sont des hommes d'affaires du groupe Kraft Food qui ont été reçus par le Premier ministre Jeannot Ahoussou-Kouadio. Ils ont échangé sur la possibilité d'investir encore plus en Côte d'Ivoire. Nous avons investi plusieurs fois en Côte d'Ivoire, nous investissons en Côte d'Ivoire. Nous achetons beaucoup de cacao de la Côte d'Ivoire et nos intentions sont d'aller beaucoup plus loin, donc en investissant dans les programmes de développement des communautés qui produisent le cacao, mais aussi dans l'appui technique des producteurs de cacao à travers nos partenaires commerciaux qui sont les exportateurs et les négociants de cacao ici en Côte d'Ivoire. Après ces hommes d'affaires spécialisés dans le domaine du cacao, le Premier ministre Jeannot Ahoussou-Kouadio a échangé avec les responsables du groupe Mancha Resources, une structure qui vient d'acheter la société des mines d'Iti et elle entend accroître la capacité de cette société dans la production d'or. Ces hommes d'affaires qui étaient accompagnés des ministres Dosso Moussa de l'Industrie et Adama Tunkara des Mines et de l'Énergie, après leurs échanges avec le Premier ministre Jeannot Ahoussou-Kouadio, ont rassuré qu'ils rencontreront des hommes d'affaires ivoiriens pour le développement de leurs activités. Dans l'actualité également, une séance de travail entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, et des leaders religieux, toutes confessions confondues. Il a été essentiellement question de paix et de sécurité. Les détails avec notre reporter Abou Sanogo.
Réunis au sein d'un cadre de concertation, les leaders religieux nationaux, toutes confessions confondues, ont eu une séance de travail avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko. Selon le porte-parole du cadre informel, Monseigneur Alexis Touabli Yulo, président de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, il s'est agi de faire un tour d'horizon des questions d'actualité, notamment les questions de paix et de sécurité. Nous sommes venus saluer un frère, mais aussi nous abreuver à la source de ce responsable. Nous a donné des paroles qui sont de nature à nous aider à garder espoir et dire que la Côte d'Ivoire est en marche. C'est vrai, nous connaissons des difficultés, mais ce sont les difficultés de la croissance. Et nous, leaders religieux, nous saurons trouver les mots qu'il faut pour aider notre peuple à ne pas désespérer. Parce que vous savez, un peuple qui n'espère plus est un peuple mort. Alors nous devons faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit toujours le pays de l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas. La Côte d'Ivoire continuera d'étonner les nations. Pour sa part, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko leur a témoigné la gratitude du gouvernement. Il leur a demandé de faire en sorte que le cadre de concertation informelle qui regroupe toutes les confessions devienne un outil au service de la réconciliation nationale, de la sécurité et de la paix. Autre actualité, la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et le Canada était au centre d'une rencontre entre le ministre ivoirien en charge de la défense, Paul Kofi Kofi, et l'attaché de défense du Canada en Côte d'Ivoire. L'accent a été mis sur la reprise de cette coopération militaire et le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Abou Sanogo. Ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, Chantal de Varenne, qui a situé le cadre de cette rencontre, à savoir présenter l'attaché de défense de son pays aux autorités ivoiriennes et parler de coopération militaire. Le colonel Guy Savard, qui est basé à Dakar au Sénégal et qui couvre 14 pays de l'Afrique de l'Ouest, a adressé tous ses encouragements aux autorités ivoiriennes pour l'énorme travail abattu dans la normalisation de la situation en Côte d'Ivoire. Il a été également question au cours de cette rencontre de coopération militaire. Je représente le Canada à ce qui a trait à l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, si nous pouvons assister la République de la Côte d'Ivoire ainsi que la force militaire dans le développement professionnel et un retour avec la réforme militaire qui est engagée avec le livre orange, il va nous faire plaisir de vous assister dans ce domaine. Au nom du président de la République Alassane Ouattara, le ministre en charge de la Défense Paul Kofi Kofi a salué les efforts consentis par les autorités canadiennes pour soutenir et appuyer la Côte d'Ivoire en cette période post-crise. Le séjour du colonel Guy Savard se poursuit en Côte d'Ivoire où il est prévu des rencontres avec la hiérarchie des forces de sécurité et de défense. Après la rencontre avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, les chefs traditionnels à Tchang ont promis de s'impliquer davantage dans le processus de réconciliation. Ce mercredi, ces représentants du peuple hébrier ont échangé avec le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Ils se sont entendus sur l'essentiel, lutter contre l'insécurité dans le district d'Abidjan. Abou Sanogo encore sollicité. L'objectif de cette rencontre entre les chefs des 60 villages hébriers et le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire est établir le contact entre les deux entités. Le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko a engagé les chefs actions à sensibiliser leur jeunesse afin que celle-ci s'éloigne des auteurs des manœuvres de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Il appelle à une collaboration franche entre chefs actions et forces de sécurité. Nous avons donc demandé à ce que ces populations collaborent parfaitement avec les forces républicaines de Côte d'Ivoire, de sorte à ce que nous puissions agir pour endiguer toutes les menaces de déstabilisation que nous avons pu constater par-ci ou par-là. Ensemble avec eux, nous allons faire en sorte que nous puissions sensibiliser nos populations, sensibiliser la jeunesse pour que tout un chacun s'inscrive dans cette dynamique de réconciliation qui est lancée aujourd'hui par le gouvernement et faire en sorte qu'on donne dos à la violence, tant entendu que ça n'amène nulle part.
Les chefs Athians ont exprimé leur soutien aux forces républicaines de Côte d'Ivoire. Leur vœu est que la Côte d'Ivoire sorte du cycle de violence. C'est une collaboration dans l'intérêt de la paix de toute la Côte d'Ivoire, la paix sur la région d'Abidjan et la paix entre tous ceux qui vivent dans nos régions. Voilà, les chefs sont des auxiliaires de l'administration, donc ils ne peuvent pas se dérober devant leurs responsabilités. Ils ont besoin d'être sécurisés, mais eux aussi ont besoin de collaborer avec tous ceux qui s'occupent de sécurité. Le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, entamera dans les prochaines semaines une tournée de sensibilisation dans les villages ébriés du district d'Abidjan. Et puis le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, organise demain à Anonkwa-Kouté, dans la commune d'Abobo, une cérémonie de cohésion et d'unité. Objectif, renforcer la fraternité entre les 60 villages Athians et soutenir le processus de réconciliation nationale initié par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. L'actualité en Côte d'Ivoire, toujours dominée donc par le processus de réconciliation, des pionniers du PDCI, Parti démocratique des Côte d'Ivoire, ont échangé sur les questions de tranquillité politique et sociale avec la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Pour en savoir davantage, suivant ce compte-rendu signé Mamadou Kouassi. Les anciens de la politique ivoirienne veulent apporter leur contribution au processus de réconciliation nationale. Issus de la société civile, de l'opposition et du PDCI RDA, ils échangent avec la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation dans le cadre des préconcertations pour la relance du dialogue politique. Quels que soient les problèmes, nous allons surmonter nos difficultés pour construire la Côte d'Ivoire dans la paix et dans la fraternité. Nous avons échangé, nous avons encouragé la Commission à accomplir sa mission en demandant à tous les, quels que soient les problèmes qui nous a opposés, d'oublier le passé pour construire l'avenir. L'avenir, c'est pour vous les jeunes. Nous avons connu une période où nos aînés nous avaient tracé une voie, la voie de la sagesse, du travail bien fait, de la construction nationale. La Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR, initie depuis quelques semaines des rencontres avec les partis politiques, la société civile, les religieux, afin de relancer le dialogue politique pour aboutir à la paix et à la réconciliation véritable du peuple ivoirien. Une délégation de la LMP, Ligue des mouvements pour le progrès, une coalition de partis de l'opposition, a échangé avec le RDR, le Rassemblement des Républicains. Cette rencontre entre acteurs du secteur politique ivoirien s'est articulée autour de la pratique de la démocratie constructive et de la réconciliation nationale. La Ligue des mouvements pour le progrès, LMP, au siège du Rassemblement des Républicains, RDR. Un seul point à l'ordre du jour de cette rencontre, relancer le dialogue politique pour aboutir à la paix et à la réconciliation. Faire circuler l'idée que les Ivoiriens doivent se rencontrer pour se parler, doivent se faire des concessions pour avancer, que les politiques doivent se parler. La réconciliation est un résultat, mais si vous ne provoquez pas le résultat, il va arriver comment? Et vous devez faire en sorte de faire un bout de chemin chacun. C'est pour ça que nous avons fait cette déclaration forte que vous avez entendue. Une initiative saluée par le Rassemblement des Républicains. Selon le secrétaire général par intérim, les partis politiques doivent s'éloigner de la violence afin de contribuer à la construction d'une nation apaisée et émergente. Toute société dont les acteurs refusent de se faire des concessions, de se faire des compromis, est une société vouée à l'éclatement. Et nous ne voulons pas de cela pour la Côte d'Ivoire. Il s'agit aussi pour eux de faire en sorte que les acteurs ivoiriens s'éloignent de tout ce qui est violence et qu'on mette fin désormais à la violence tant verbale qu'armée dans notre pays. Violence comme moyen de règlement de nos différends. Après le RDR, la Ligue des mouvements pour le progrès, LMP, compte rencontrer les autres partis politiques. La LMP veut ainsi prendre une part active dans le processus de réconciliation nationale. Le 3e congrès de l'UDC, l'Union démocratique et citoyenne, aura lieu le 13 octobre prochain. L'annonce a été faite récemment par les responsables de ce parti politique au cours d'une conférence de presse suivie par notre reporter Patricia Omo Etia, son compte rendu.
La conquête du pouvoir d'État à l'épreuve de la fracture sociale. Enjeux et stratégies pour l'UDC. C'est le thème du 3e congrès de l'Union démocratique et citoyenne UDC. Le parti veut donner au peuple ivoirien une nouvelle raison d'espérer à travers de nouveaux schémas de reconstruction économique, sociale et culturelle. Cependant, l'UDC ne dissocie pas la conquête du pouvoir d'État et la recherche de la cohésion sociale. Les membres du comité préparatoire du Congrès se proposent donc de définir les axes stratégiques et les actions à mener sur le terrain pour atteindre ce double objectif. Oui, tenir ce congrès est effectivement une contribution. C'est pourquoi l'UDC pense qu'il est temps que les institutions politiques puissent travailler comme il se doit pour jouer leur rôle. Le rôle d'opposant, mais d'opposant dans l'intelligence et dans la construction de la nation. Les activités du Congrès s'organisent en 3 phases, notamment la phase d'exécution. Cette phase connaîtra la cérémonie d'ouverture prévue le 13 octobre 2012 et la cérémonie de clôture du Congrès avec pour intermède plusieurs travaux en commission. On en vient maintenant à cette avancée dans le traitement des maladies du rein en Côte d'Ivoire. Des médecins ivoiriens viennent de réaliser un exploit, une grande première en Afrique subsaharienne. Ils ont réussi des greffes de rein. Les interventions se sont déroulées il y a 48 heures à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Institut de cardiologie d'Abidjan, dans l'une des salles d'observation, un patient peu ordinaire, Baou Eric, médecin. Il vient de subir une greffe du rein. Tout comme lui, Kone Sanga, malade depuis 2010, a été également greffé du rein. Ces interventions sur les 2 hommes grâce à des donneurs apparentés est une initiative du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida en collaboration avec des partenaires extérieurs. Nous venons d'assister à une grande première en Côte d'Ivoire en matière de prise en charge des maladies du rein. Vous savez que la Côte d'Ivoire fait partie des pays de l'Afrique subsaharienne qui a un fort taux d'insuffisants rénaux. Et la prise en charge est tellement difficile et se limite actuellement aux dialyses. On n'a même pas suffisamment de générateurs pour prendre en charge la centaine de malades qui en a besoin. Aujourd'hui, nous avons franchi un pas, un énorme pas. Nous avons fait la première greffe rénale. Elle a eu lieu le 24 septembre avec succès et le lendemain, une deuxième greffe aussi avec succès. Nous sommes venus célébrer la science. Nous sommes venus célébrer l'excellence. Mesdames et messieurs, chers Ivoiriens, l'espoir est permis en matière de prise en charge des maladies du rein. Avec ces 2 greffes, la Côte d'Ivoire devient ainsi le premier pays d'Afrique francophone à réussir cette prouesse. Cette thérapie permettra de réduire le nombre de patients obligés de se rendre à l'étranger pour bénéficier de transplantations rénales. Il faut rappeler qu'un décret signé récemment par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, autorise les greffes du rein et bien d'autres interventions chirurgicales de ce genre en Côte d'Ivoire. Les centres hospitaliers universitaires de Cocody de Trècheville viennent de recevoir un important don de matériel médicaux évalué à 143 millions de francs CFA. C'est un don de la société pétrolière canadienne CNR International et à travers ce don, cette entreprise veut soulager ses établissements sanitaires qui manquent d'équipements pour la prise en charge des malades. La remise a eu lieu hier au CHU de Cocody. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les activités en Côte d'Ivoire. Eh bien, la communauté internationale célèbre demain la journée mondiale du tourisme. Cette 32e édition a pour thème tourisme et énergie durable. Selon l'Organisation des Nations Unies, la population mondiale va passer de 7 milliards d'habitants à ce jour à environ 10 milliards de personnes en 2050. Cette explosion démographique va s'accompagner d'une destruction massive, voire de la disparition des ressources naturelles si rien n'est fait. L'épineuse question du développement durable interpelle donc les experts et acteurs de tous les domaines d'activité dans le tourisme. C'est donc à juste titre que la 32e journée mondiale du tourisme porte sur le thème tourisme et énergie durable, propulser le développement durable. Le tourisme n'est pas en marge de cette question essentiellement environnementale. Ce sont plus de 980 millions de personnes qui ont voyagé à travers le monde en 2011 et ce chiffre devrait dépasser le milliard d'ici la fin de cette année. Aussi,
La communauté touristique internationale a-t-elle décidé d'agir vite? D'autant plus que le tourisme constitue un moteur de développement économique incontournable. Pour le gouvernement de Côte d'Ivoire, le thème de cette 32e journée mondiale du tourisme cadre bien avec la vision du chef de l'État. Le gouvernement ivoirien saisit l'occasion de cette commémoration pour affirmer la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'inscrire le tourisme dans le sillage du développement durable qui devra permettre de hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays émergents à l'horizon 2020. L'objectif visé par le gouvernement, en s'inscrivant dans la commémoration autour du thème retenu cette année, est de sensibiliser la population sur l'utilisation rationnelle des énergies propres dans toutes les activités d'intérêt touristique pour le développement durable. Le ministère du Tourisme s'y est déjà engagé en privilégiant les activités d'écotourisme et du tourisme vert. Le gouvernement invite donc les entreprises et les populations à lui emboîter le pas en plaçant le tourisme au cœur des économies fondées sur une énergie propre. Sachez que la 3e édition de la Journée nationale de la qualité a commencé aujourd'hui et prendra fin le 28 septembre prochain. Cette édition 2012 a pour thème central démarche qualité et management du risque, levier de performance pour les entreprises. Le comité d'orientation du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale, a été installé officiellement ce mercredi en présence du ministre de la Communication, Diakité Koti Souleymane, président de ce comité d'orientation. Le point avec Alexis Ouedraogo. La maîtrise de l'information est un pouvoir et la gestion de l'information gouvernementale un exercice plus délicat. Le CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale, l'a bien compris et œuvre depuis 2004 à distiller une information de qualité. C'est d'ailleurs la motivation du décret pris le 6 juillet dernier par le président ivoirien Alassane Ouattara qui vient ainsi renforcer cette structure avec le comité d'orientation. Le présent décret renforce le statut du CICG et traduit également la volonté du gouvernement de faire de la gestion de l'information et de la communication un levier important d'efficacité de l'action gouvernementale. Président de ce comité, le ministre de la Communication, Diakité Koti Souleymane, a souligné que le changement du statut du CICG marque la volonté du chef de l'État et celle du gouvernement de renforcer la communication institutionnelle. Sa mise en place procède du décret de création du CICG et résulte de la volonté du chef de l'État de s'assurer de la conformité des actions du CICG avec la politique générale du gouvernement. Représentant le Premier ministre, le ministre d'État, ministre de l'Industrie, Moussa Dosso, a précisé la responsabilité qui échoit au comité et à son premier responsable, qu'il a d'ailleurs engagé au suivi des objectifs assignés à la structure. C'est en effet au prix d'une bonne communication que les actions en vue du développement socio-économique, de la paix et de la cohésion sociale se feront voir, sentir et apprécier par tous. Le CICG, il faut le noter, se veut plateforme interactive d'échange et d'information entre le gouvernement et la population. Des journalistes sont en formation, ils auront une connaissance approfondie de l'organisation et du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Ils seront donc suffisamment outillés pour le traitement de l'information des activités de cette institution de la République. L'ouverture des travaux de ce séminaire de formation a eu lieu à la Maison de la Presse. Le point avec Victorine Yao Yoboué. Comment rendre accessibles les décisions du Parlement aux populations ? C'est le souci de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire et pour ce faire, la chancellerie américaine a entrepris la formation des journalistes spécialisés dans la couverture des activités de l'Assemblée nationale pour qu'ils soient au fait du vocabulaire et des principes parlementaires, ce qui va faciliter leur compte rendu des empoignades à l'hémicycle. Cette formation présente un double intérêt. Un intérêt pour le parlementaire lui-même, qui doit savoir que quand il dit quelque chose, cela doit être relayé, donc il doit le dire de la meilleure façon possible, et un intérêt pour le journaliste qui doit savoir qu'on ne peut pas dire de la même façon qu'on dit les choses que le citoyen lambda dit, les choses que le député dit.
Et donc, il y a des principes à respecter et pour pouvoir faire comprendre le message comme le législateur l'a dit. Parce que la loi a un esprit et la loi a une lettre. Et la lettre doit correspondre à l'esprit. Les journalistes formés sont venus de la radiodiffusion-télévision ivoirienne et des différents organes de la presse écrite. Abiba Dambélé Saoué, vice-présidente de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, s'est félicitée de cette formation, avant d'ajouter qu'elle ne fera qu'améliorer le paysage médiatique ivoirien. Le président français François Hollande demande une résolution rapide du Conseil de sécurité de l'ONU pour une intervention militaire africaine dans le nord du Mali occupé par des groupes islamistes armés. L'objectif de cette demande, c'est la reconquête de cette partie du territoire malien, a dit le président français. Devant ses compatriotes vivant à New York, le président français affiche de nouveau sa détermination à dénouer la crise au Sahel. Comme il a fait lors de la 67e Assemblée générale des Nations Unies, François Hollande appelle à une action urgente de la communauté internationale pour chasser les islamistes du Nord Mali. Il est possible que les Nations Unies, aidées par l'ensemble des puissances, puissent enfin engager une opération qui serait menée par les Africains eux-mêmes de reconquête du Nord Mali, et faire en sorte que nous puissions éviter l'installation du terrorisme dans cette zone. Applaudi par le camp français, le message de François Hollande est mal accueilli à Bamako par les partisans des auteurs du putsch du 22 mars et dénonce une stratégie coloniale de partition du Mali. Autre obstacle auquel se heurte le volontarisme de François Hollande, l'attitude ambiguë des autorités algériennes. L'Algérie semble avoir convaincu le Niger de renoncer à envoyer des troupes au sein de la future force internationale. Nous avons estimé que pour régler cette crise, il faut passer par le dialogue. Il est très facile de rentrer dans la violence, mais extrêmement difficile de s'en sortir. À la une de la presse locale, la future force africaine qui doit intervenir au Nord Mali aura son quartier général à Bamako. Mais l'opération pourrait manquer d'efficacité si les soldats des pays directement concernés par la crise au Sahel n'y participent pas activement. Au Sénégal, ce 26 septembre 2012, il y a 10 ans jour pour jour, le naufrage du ferry sénégalais, le Joola, faisait 1863 morts. Les familles des victimes ont commémoré ce mercredi 10 ans après le drame dans la sobriété, se recueillant dans les cimetières près de Dakar et en Casamance. Un souvenir marqué par les témoignages d'une rescapée. Elle s'en souvient comme si c'était hier. Les images du naufrage du Joola défilent encore dans sa mémoire. Mariama raconte sa grande bataille dans les eaux de l'Atlantique contre la mort. C'était le 26 septembre 2002, quand ce navire sénégalais transportant 2000 personnes sombrait au large des côtes gambiennes. Il y avait un très gros nuage noir accompagné d'un vent très fort. On ne savait pas ce qui se passait. L'eau a commencé à envahir le bateau, tout le monde criait. Les lumières se sont éteintes et en quelques minutes, le bateau a chaviré. Mariama est l'unique femme parmi les 64 rescapés de cette catastrophe maritime qui a fait officiellement 1863 morts. Enceinte de 4 mois au moment des faits, l'enfant qui a aujourd'hui 10 ans est surnommé bébé Joola. Sa naissance n'a pas réussi à effacer le traumatisme de sa maman. Plus les années passent, plus c'est dur. Chaque jour, c'est comme si c'était hier. Lorsqu'il y a une coupure d'électricité le soir, les images du navire reviennent en mémoire. Depuis 10 ans, Mariama a reconstruit difficilement sa vie avec ses 6 enfants. Elle vend du bois de chauffe et des légumes qu'elle tire de son petit potager. Son petit commerce ne lui permet pas de subvenir aux besoins de sa progéniture. Les autorités d'alors lui avaient promis de prendre en charge bébé Joola comme pupille de la nation, mais rien jusque-là. Que des promesses. Personne, je dis bien personne, n'a jamais contribué à la prise en charge de mon enfant. Ce 26 septembre est un anniversaire de plus qui lui rappelle ces tragiques nuits qui ne cessent de hanter son sommeil. Malgré tout le long chemin qui lui reste à parcourir pour effacer les images de cette catastrophe de sa tête, elle espère y arriver un jour avec l'aide de ses enfants.
Dans le pays de Nelson Mandela, le jeune leader du paysage politique sud-africain Julius Malema a été inculpé ce mercredi. Le tribunal le soupçonne d'enrichissement personnel et de blanchiment d'argent. Julius Malema, le leader déchu de la Ligue des jeunes de l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, est reparti en liberté sous caution. Voilà, fin de ce journal. Avant de nous quitter, rappelons cette avancée dans le traitement des maladies du rein en Côte d'Ivoire. Des médecins ivoiriens viennent de réaliser un exploit, une grande première en Afrique subsaharienne. Ils ont réussi des greffes du rein. Les interventions ont eu lieu il y a 48 heures à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Merci de nous avoir suivis. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Ali Diarasouba. Portez-vous bien.